Tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreuses aujourd'hui pour le sujet qui va nous intéresser du coup pendant la prochaine heure sur les stratégies promo et marketing du back catalogue. Donc effectivement, le back catalogue, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de monde. Depuis ces dernières années, mais en fait pas que depuis globalement le début de la musique. Et c'est aussi devenu un enjeu assez stratégique, autant qu'un levier économique d'ailleurs, face au raccourcissement des cycles de promotion, combiné à l'explosion du nombre de sorties. Bref, c'est une manne financière et un vrai sujet du coup pour à la fois les labels, les éditeuristes et les artistes, évidemment. Donc aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de l'aspect financier du back catalogue qui pourrait faire l'objet d'une table ronde à part entière. Même si, comme on parle de stratégie marketing, forcément, l'aspect financier n'est pas complètement à écarter du sujet. Voilà. Ce sujet justement du back catalogue en général, c'est vraiment un sujet vraiment en coupe ces derniers temps. Et à ce sujet, le CNM Lab a publié il y a exactement une semaine un article qui s'appelle « Actualiser le back catalogue, redéfinir les temporalités de l'industrie musicale », qui a été écrit par le doctorant Noé Latreille de Fauzière. Et c'est hyper intéressant, donc je vous conseille vraiment d'aller le lire. Ce sera d'ailleurs disponible dans la bibliographie de cette table ronde. Et il y a un chiffre qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai lu, c'est qu'on y apprend notamment qu'en 2024, le back catalogue représentait 73% des streams au niveau mondial, ce qui n'est pas négligeable. Donc, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour remettre en valeur un back catalogue qui, on l'a compris, reste d'actualité, en fait, en tout cas, qui prend toujours autant de place dans la vie des auditeuristes des plateformes de streaming. Quelle stratégie marketing, du coup, peut-on déployer pour ces enregistrements qui sont souvent considérés comme dépassés? Je fais vraiment des R guillemets. Mais d'ailleurs, pour qui est-ce que c'est dépassé? C'est une vraie question. Voilà, quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour donc les remettre en avant dans une économie de l'attention toujours aussi impitoyable. Voilà, donc c'est autant de sujets qu'on va aborder avec ce merveilleux panel. Et j'ai oublié de me présenter. Donc je vais quand même juste dire d'où je parle. Donc je m'appelle Clara et je suis responsable de projet au sein de New Agency, qui est un organisme de formation et une agence de communication digitale, et qui fait partie du groupe Uni, au sein duquel il y a aussi un label qui s'appelle Unicom Music. On travaille notamment avec Charlotte dessus. Et enfin, Kaosa, qui fait la programmation, modération d'événements. Voilà. Et donc, je vais laisser mes formidables panels et ces formidables invités se présenter chacune leur tour. Je vous écoute. Vas-y Aurélie. Je suppose que c'est moi qui commence. Oui, parce que je te regarde. Dans le grand bain. Bonjour. Donc moi je m'appelle Aurélie François. Je suis brand manager, donc en français dans le texte, chef de projet, tout simplement. Je travaille chez Warner Music France et spécifiquement je travaille sur les 4 labels de chez nous, locaux et internationaux, qui sont Parlophone, Rex 118, Electra et Wea. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci de m'avoir invité sur ce panel. Enfin, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je vais juste prendre un tout petit peu de temps. Je suis l'artiste. Donc, je m'appelle Charlotte Ségara. Je n'ai pas de lien de parenté avec Hélène. C'est important que je le dise. C'est aussi important de dire que j'ai 44 ans. Et pour une personne qui est considérée comme femme dans l'industrie de la musique, normalement, je ne devrais pas être là à vous parler parce que après 35 ans, on n'est déjà plus d'actualité. J'ai 3 projets principaux. Mon projet solo actuel qui s'appelle Voxaxov, c'est de la dark pop expérimentale. Et les 2 projets pour lesquels je suis là aujourd'hui, alors c'est le groupe dont je fais partie, The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, qui après un hiatus de 13 ans vient de se reformer cette année. Et l'autre projet pour lequel on m'a invité ici, c'est le projet Charlotte et Magic. Avec ce projet, donc, j'ai signé en label, avec donc, le label Unicom Music. Je ressors une par une des chansons. Et pour chaque chanson, il y a une promotion très organique et très narrative qui se fait. Voilà. Et bonjour.
Je suis Clémence Chevreau, je suis la directrice artistique de BC Musique et je suis aussi la petite fille d'Anne Sylvestre. Et BC Musique gère les œuvres d'Anne Sylvestre. C'est une société qu'elle a elle-même montée en 2018 et voilà, et dont ma mère et ma tante sont les ayants droit de ma grand-mère. Et on gère toutes les trois, en fait, cette société. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors, nous allons rentrer directement dans le sujet avec une question que je me suis posée, en fait, en voyant le sujet, tout simplement. L'industrie musicale définit en back catalogue une sortie qui a plus de 18 mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette temporalité ? Alors même que le nombre de sorties par jour ne cesse d'augmenter. Je ne sais plus les chiffres, mais c'est absolument faramineux. Ils ne font qu'augmenter aussi à chaque nouvelle étude. Les cycles de promotion entre chaque sortie du coup sont réduits. Et puis surtout, la différence entre les nouveautés et le back catalogue se réduit notamment dans les habitudes d'écoute. Quand on écoute une playlist, on ne sait pas forcément si c'est de la nouveauté ou si c'est du back catalogue. Donc voilà, tout ça pour dire, du coup, pour vous, est-ce que 18 mois, à partir de 18 mois, on peut considérer que c'est du back catalogue ? Est-ce que c'est moins ? Est-ce que c'est plus ? Quel est votre avis ? Ok, alors là, je vais parler du point de vue de l'artiste. C'est-à-dire que 18 mois, pour moi, pour les artistes, le temps est assez élastique. Donc 18 mois, ce n'est pas une considération pour nous, en fait. Et ça peut montrer à quel point, des fois, l'industrie de la musique est assez déconnectée de ce qu'est la vie d'un ou d'une artiste et la vie humaine, vu qu'un ou une artiste a une vie déjà très longue et qui est faite de hauts et de bas, d'arrêts, de reprises, de ce qu'on peut appeler des échecs. Et je pense même pas à ces 18 mois. Mon projet actuel a été créé en 2020. Donc j'ai déjà un back catalogue avec ce projet, alors que j'ai l'impression que c'était hier qu'il a été créé. Donc pour moi, c'est une considération à laquelle okay, ça me fait presque rire, en fait. Excusez-moi du terme. Voilà. Très bien. Honnêtement, moi du coup, désolé, je fais partie de l'industrie. Oh la bête noire. Alors, je sais pas du coup si j'ai le droit de dire ça ou pas, mais moi aussi je trouve ça très con. Surtout que, effectivement, tu viens de le dire, il y a des sorties tout le temps. C'est faramineux le nombre de sorties qu'il y a par jour, par semaine, tout ce que tu veux. Les artistes même, on a des artistes qui sont vraiment hyper prolifiques dans leurs sorties. Même moi, j'arrive pas à suivre, quoi. Donc vraiment, je sais pas qui ou comment a été décidé ce 18 mois. Et pour la petite anecdote, chez Warner, on n'est même pas sur 18, on est sur 36. Voilà. Donc ça, c'est la théorie, on va dire. Voilà. Que je respecte, hein, si on m'écoute. Oups. Je respecte la théorie, mais en pratique, je crois que l'objectif, c'est surtout d'éviter les trous dans la raquette, comme on dit. Et donc, c'est pas parce qu'un titre est sorti il y a plus de 6 mois ou il y a plus d'1 an, mais que ça fait pas tout à fait 18 et que ça fait encore moins 36, que je vais m'empêcher de le travailler si les équipes front ne le travaillent pas. Le but, c'est que le projet vive, que les musiques vivent, et le but, c'est de les travailler, quel que soit l'âge qu'elles ont, quoi. Donc, je trouve aussi que c'est une décision un peu bizarre qui sort de je sais pas où, mais en même temps, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question qui est rediscutée tout le temps, qui est recalculée tout le temps. Nous, ça fait 2 ans qu'on est passé à 36 mois. Avant, on était sur 18. Et je pense qu'il y a aussi des tenants et des aboutissants que moi, j'ai pas, qui sont des critères financiers. Mais en tout cas, dans la pratique de la gestion du catalogue et du patrimoine des artistes, évidemment que voilà, y a des titres beaucoup plus récents que je me permets de travailler, même si c'est pas censé être chez moi, je les prends, quoi. Moi, je travaille que sur le back catalogue. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un peu abstrait. Et puis, c'est vrai que j'imagine aussi
18 mois. Il y a aussi une tournée qui va derrière. Il y a aussi des chansons comme Les gens qui doutent, qui durent dans le temps, qui sont quasi jamais dans le back catalogue. Donc voilà, pour moi, c'est très abstrait. Merci. Du coup, effectivement, sur ce point, vous êtes en fait finalement d'accord. C'est bien, pour l'instant, on est assez d'accord, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Peut-être qu'on se battra après, mais pour l'instant, ça va. Jamais. Du coup, donc Aurélie, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ce que tu fais au quotidien? Et moi, ce qui m'intéresse du coup, et je te poserai la question après Clémence, de savoir du coup, toi, quelles sont les données ou les indicateurs que tu vas spécifiquement regarder, que tu vas surveiller, justement, exactement comme tu le disais, qui vont t'amener à prendre la décision de réactiver un titre en particulier ou un album. Voilà, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu regardes? Du coup, effectivement, donc c'est vrai que c'est pas précisé, mais je suis brand manager du catalogue on roster de chez Warner. Donc en gros, c'est le catalogue des artistes qui sont encore sous contrat chez nous, c'est-à-dire qui ont encore des albums au contrat chez nous, ou au moins un. Voilà. Après, ils sont peut-être pas décidés à le faire tout de suite, mais il est prévu. Donc, ce sont les artistes qui sont encore signés chez nous, que ce soit local ou international. Donc, ça peut aller de Renaud à Dua Lipa, c'est un grand écart, mais c'est le cas. Donc voilà, il y a vraiment de tout, il y a vraiment de tous les styles, il y a toutes les esthétiques musicales, sauf le classique. Je ne gère pas le classique. Mais voilà, toutes les esthétiques, tous les labels de Warner qui sont pas en distribution, mais qui sont en licence ou en artistique chez nous. Et ce que je fais, tout simplement, je gère le catalogue. C'est-à-dire que mon rôle, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être compris un peu ce que c'est l'objectif. C'est de le faire vivre, de dynamiser ce patrimoine musical, que ça tombe pas dans l'oubli, que voilà, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est pas la question, mais voilà, que tout ce qui a été créé par nos artistes, même s'ils ont encore des actualités, s'ils sont encore très front comme on dit, et que voilà, ils sont très focus sur leurs nouveautés, que ce qu'ils ont fait avant ne serve pas à rien, puisque c'est important. On essaie de réfléchir le projet des artistes en termes de projet, en termes de carrière, et non pas juste au track, ce qui un peu rejoint la question précédente, qui au final on était sur un rythme ces dernières années qui était hyper effréné, et finalement tout le monde en revient d'ailleurs. Enfin, là, je digresse peut-être un peu, mais même les artistes eux-mêmes commencent à être épuisés. Même ceux qui ont joué le jeu d'être hyper prolifiques dans les sorties commencent à finalement pas mal en revenir parce que en fait, ils sont épuisés tout simplement. Donc voilà, le but, c'est vraiment de continuer à travailler ces titres-là qui sont parfois pas si vieux. Moi, je travaille sur du catalogue qui est quand même assez récent, en vrai. On a une autre équipe qui travaille sur du catalogue qui est plus ancien, ce qu'on appelle du catalogue off-roster. Ce sont donc les artistes qui sont soit décédés, soit qui sont plus sous contrat. Donc effectivement, voilà, c'est deux équipes séparées, mais c'est toujours la même façon de travailler le catalogue. Voilà, le but, c'est vraiment, pour ce qui est des leviers, des indicateurs qu'on regarde, c'est vraiment d'être... déjà de connaître la discographie de l'artiste, je pense que c'est un peu la base quand même, de connaître, de savoir ce qui est chez nous déjà, c'est un vrai enjeu ça, on dirait pas comme ça, mais je me pose à peu près 50 fois la question par jour. Le Doliprane n'était pas fourni avec le poste, mais je regrette. De savoir est-ce que c'est toujours signé chez nous, est-ce que oui, est-ce que non, ah oui, mais cet album-là, en fait, il était peut-être pas chez Warner, il était peut-être chez Universal ou chez Sony, bon bref, donc c'est de la gymnastique constante. Donc déjà, c'est ça qu'on regarde déjà, savoir ce qui est chez nous ou pas, c'est la première base. Et tout simplement, après, on essaie de surveiller tous les indicateurs que vous avez sous les yeux tous les jours, qui est qu'est-ce qui se passe en streaming, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe à la télé en termes de prestations, que ce soit une apparition dans un média, que ce soit un gros événement comme les Energy Music Awards ou la Starac, où clairement il y a des chansons qui sont reprises. On regarde tout ça, on regarde... En vrai, c'est vraiment le plus gros de mon travail, c'est de faire de la veille et du radar. D'ailleurs, on m'appelle comme ça au bureau, c'est le radar. Le radar est arrivé. Donc, je regarde tout ce qui se passe. On devient un peu schizo. J'ai que 2 yeux en plus, donc c'est pas facile de tout voir. Mais en gros, on communique aussi quand même beaucoup entre nous et on essaie quand même de surveiller un peu tout ce qui se passe sur tous nos artistes, ce qui est énorme, et sur tout leur track. Donc, on a quand même des outils en interne qui nous permettent de le faire, encore heureux. Mais voilà, en gros, c'est ça le but du sujet, et de tout traquer, tout ce qui se passe vraiment partout relatif à la musique, quoi. Et du coup, toi, Clémence, plus spécifiquement, donc, tu n'as pas l'énorme catalogue de Warner sur les œuvres d'Anne Sylvestre. Qu'est-ce que tu regardes en particulier pour te dire, ah ok, là, je peux peut-être faire quelque chose, que ce soit du stream, de l'anniversaire, de la tendance TikTok, que sais-je Alors, forcément, l'anniversaire, on n'y coupe pas parce que justement, l'industrie est beaucoup basée là-dessus. Donc, c'est
les 5 ans de la mort de l'artiste, les 90 ans de l'artiste, les 110 ans de l'artiste. Et donc c'est à ce moment-là que l'industrie est dispo pour sortir des coffrets intégrales, pour avoir du... Ils pensent que c'est juste à ce moment-là qu'il y a du public, des médias là-dessus. Donc forcément, on ne peut pas y couper. Qu'est-ce qu'on guette d'autre? Il y a toutes les fêtes, comme le 8 mars, on sort des chansons d'Anne Sylvestre féministes. Dans la politique, tout ce qui se passe, il y a toujours une chanson d'Anne Sylvestre qui va à chaque sujet. De toute façon, que ce soit politique, humain, tout ce qu'on veut, il y a toujours une chanson d'Anne Sylvestre. Oui, on regarde forcément les streams, les reprises, et puis je crois que c'est tout. Les synchros aussi, il y a beaucoup de synchros qu'on autorise ou pas avec les chansons d'Anne Sylvestre. C'est intéressant ce truc sur l'anniversaire, parce que c'est vrai que toute l'industrie, moi je le vois sur le label international, sur les artistes internationaux, c'est eux qui me donnent leur input de on voudrait faire ça, c'est le 20e anniversaire de l'album d'Iron Maiden, on voudrait faire ça. Et en fait, je sais pas si les fans s'en foutent pas un peu. Enfin, que ce soit le 20e anniversaire, j'avoue que pour moi, c'est plus une excuse, plus qu'un indicateur. Voilà, c'est plus une occasion. Ouais, pour moi, c'est plus une occasion qu'autre chose, qui est une bonne occasion, hein, je dis pas. Mais c'est une bonne occasion, mais pour moi, c'est pas un indicateur il y a un truc à travailler, parce que pour moi, le catalogue, c'est vraiment un truc qui se travaille de fond. En fait, je crois parce que tu vois, tu parlais dans l'introduction de manne financière, mais en fait, c'est surtout une manne d'investissement énorme. Quand vraiment tu as envie de travailler du catalogue vraiment bien, et de travailler tout le catalogue, et de le travailler comme il faut, et d'utiliser toutes les ressources auxquelles tu penses, et de faire toutes les bonnes, parfois moins bonnes idées que tu as, c'est vraiment un investissement. Et ouais, je trouve que on a des bonnes idées, on se dit tiens, j'aimerais bien faire une réédition couleur d'un vinyle de Green Day ou je sais pas. Et effectivement, tu te dis ça tombe bien, il y a le 10e anniversaire, mais ça tombe bien, tu vois. En vrai, je sais pas si c'est les médias qui imposent ça. Oui, c'est peut-être plus un côté média finalement d'excuses pour prendre la parole, de bonnes excuses pour prendre la parole, mais c'est vrai que ouais, c'est assez intéressant ce truc de l'anniversaire. Je les vois vraiment à fond sur c'est assez drôle. C'est aussi quelque chose qu'on conseille aux artistes. Tiens, dis que ta chanson est sortie il y a 1 an et crée une promo ou une actu ou un reel sur les réseaux sociaux à ce propos. C'est un angle, en fait. C'est un angle. C'est un angle parmi d'autres. C'est juste pour... Hey, ça existe toujours. Effectivement, une bonne excuse. Très bien. Et du coup, justement, Aurélie, tu parlais du front. Donc, concrètement, comment est-ce que tu travailles avec ces équipes-là pour mettre en avant le back catalogue? Est-ce que tu as des exemples, en fait, surtout un peu concrets, à nous donner? Ouf, des exemples, oui. Le dernier, que t'aimes bien. Le dernier. Non, oui, en fait, le travail avec le front, c'est la base, puisque surtout maintenant, le catalogue en fait est rattaché entre guillemets au label, c'est-à-dire que les labels ont récupéré un peu plus de pouvoir sur le catalogue de leurs artistes, ce qui n'était pas le cas avant. En fait, avant, tu avais vraiment le catalogue d'un côté et le front de l'autre, et ça se parlait pas forcément entre eux, et du coup c'est compliqué puisque nous on veut travailler sur les artistes et sur les projets. Et c'est vraiment la vision, là je suis désolée, je parle pour Warner, après je sais pas, voilà. Mais pour Warner c'est vraiment la vision et la stratégie sur les prochaines années, c'est on arrête de faire que du track en coup de buzz, en coup de truc, voilà, on veut construire des carrières, quoi. Et surtout on a tellement d'artistes qui ont déjà des carrières de ouf, qu'en fait, on veut plus séparer d'un côté le catalogue et le front. Donc en fait, c'était vraiment cette volonté de réunifier un peu les deux. C'était une volonté de tout le monde, de moi déjà, et du label, enfin des labels et de la compagnie en général et du groupe. C'était vraiment de rallier les forces pour finalement mieux travailler le projet dans son ensemble. Et donc au quotidien, ça se passe comme ça. C'est tout simplement. Alors après ça, c'est mon parti pris. Je sais pas. Si c'est le bon, mais je laisse toujours la priorité au front, toujours. Je me mets jamais avant le front, puisque le front d'aujourd'hui, c'est le catalogue de demain, en toute logique. Donc d'abord, je les laisse faire leur taf, et moi, je fais mon petit travail de fond discretos derrière, mais
le but, c'est de jamais leur marcher dessus, de jamais leur marcher sur les pieds, de jamais passer devant. Et le but, c'est de se coordonner et de communiquer énormément. Ce qu'on a mis en place depuis quelques temps et ce qu'on a vraiment amélioré depuis quelques temps, puisque avant, ce n'était pas le cas. Et là, on a vraiment des discussions. En gros, moi, je suis un peu... je suis la chef de projet back catalogue dans tous les sens du terme. Je suis vraiment dans le back, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de contact avec les artistes et les managers directs, à moins qu'on me dise c'est bon, tu peux y aller, tu peux prendre le relais. Mais jamais de moi-même, je vais faire barrière entre l'équipe principale qui gère l'artiste chez nous, qui est au front, donc, et voilà. Je m'immisce pas là-dedans. Moi, je suis là pour travailler le fond. Et voilà. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je discute énormément avec les labels pour savoir au niveau de leurs actualités, au niveau de ce qu'ils ont prévu comme stratégie, de où en est l'artiste. Peut-être que, je sais pas moi, l'artiste en ce moment, il est en burn-out, il a envie de rien faire, fine, tu vois, voilà. Il y a vraiment un sujet de, voilà, le chef de projet de l'artiste, on discute ensemble, on voit ce qui est possible de faire ou pas, il fait le relais, et moi derrière, je suis la petite main qui fait l'opérationnel, voilà. Typiquement, dernier exemple en date, on a une grosse tendance là, réseaux sociaux sur le titre Comportement de Aya Nakamura, qui était sur son premier album, Journal Intime. Il y a une grosse tendance sur TikTok et en fait, ça a commencé à montrer aussi un certain intérêt en stream, puisque une tendance TikTok à elle-même, pas forcément incroyable. Et ça a commencé à montrer de l'intérêt en stream. Et donc, nous, notre travail avec mon boss, puisque je ne suis pas toute seule quand même, en gros, c'est de dire, OK, bon, là, il se passe quelque chose. Et typiquement, là, c'est le bon moment d'y aller parce que mon boss, lui, il bosse énormément avec le front. Donc, il est capable de me dire, en fait, là, il va y avoir de l'actu ou là, il va se passer quelque chose. Donc, ouais, OK, c'est le bon moment ou pas, tout simplement. Mais là, en l'occurrence, on s'est dit, voilà, la trend est super forte, le stream est fort, on y va, c'est un bon moment. On propose un plan, tout simplement, qu'on propose après au chef de label, enfin au chef de projet en label, qui ensuite le passe à l'artiste et l'artiste dit oui ou non. Et puis après, voilà. Et moi, je fais, tout simplement. Merci. Et donc, du coup, en vrai, tu as... elle demandait, est-ce que tu as un exemple précis de ce que tu as fait sur... concret du plan en question. Est-ce que j'ai le droit de le dire, ça? Oui, non, je pense que oui. En gros, le plan, c'est de se dire, voilà, j'ai tel budget pour cet artiste. Là, par exemple, vu que la trend part de TikTok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer une campagne d'influence, où du coup, on va... là, en l'occurrence, on a... entre guillemets, racheté. En fait, on a racheté les droits de créateurs qui avaient fait des vidéos qui avaient bien marché. On leur a demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour nous prêter votre vidéo contre rémunération, évidemment. Et nous, ça nous sert à booster derrière pour faire une campagne sur TikTok, parce que sinon, sur TikTok, tu peux pas mettre de lien, donc c'est pas possible. Et donc, en gros, on booste la campagne, on met un lien de redirection vers le single, et du coup, on essaie de booster encore plus le stream. Donc ça, c'était sur la campagne TikTok. Après, on a 1 milliard de types. En fait, les leviers, je sais pas si c'est une autre question ou quoi, mais et du coup, peut-être spoiler alerte. Mais en gros, après, les leviers, c'est vraiment... Enfin, on peut tout penser. Ça peut être... là, typiquement, il y a le Record Store Day qui va arriver dans pas longtemps. Donc, forcément, on y pense. On se dit, tiens, est-ce que c'est pas le moment, justement, de faire une réédition vinyle couleur du premier album? Est-ce que c'est pas l'occasion de... voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie d'une discussion avec les chefs de projet et avec l'artiste, surtout, puisque le fin mot revient quand même à l'artiste, de, voilà, est-ce que tu as envie de reprendre la parole sur ce sujet-là, oui ou non? Si tu n'as pas envie, moi, je fais des trucs en backup, vraiment en soum-soum. Je fais des trucs... voilà, tout ce que je fais, ça peut être en dark post, ça se voit pas sur les réseaux. Je vais faire une campagne via Meta, par exemple, un spot vidéo, voilà, ce genre de truc pour rediriger vers une playlist, rediriger vers la playlist de l'artiste, c'est encore mieux, ou vers le single en question. Le but, l'objectif, c'est de porter la tendance, puisqu'on la crée pas. Donc l'objectif, c'est de travailler ce catalogue et de saisir l'opportunité qu'il se passe déjà quelque chose en organique, puisque tu crées pas from scratch, tu crées pas la tendance, quoi. Donc vraiment, le but, c'est ça, c'est de choper le truc, de se dire, ok, tiens, pour cet artiste, tel levier, c'est mieux, ou là, j'ai le budget aussi, j'ai le budget pour ça ou non, ou tout simplement, oui, tiens, sur cet artiste, on peut faire un vinyle parce que ça n'a pas été fait, ou alors il n'y a plus de stock, tout a déjà été vendu, ou voilà, il peut y avoir plein de leviers différents. J'espère que ça répond à votre question.
Et puis ça me fait une super transition parce que j'allais justement vous demander quand tu parles de budget, voilà, est-ce que le travail du back catalogue, ça génère de nouvelles dépenses, à minima quand même, ou au contraire, parce que justement comme on travaille sur de l'existant, est-ce que pour vous ça fait baisser les coûts? C'est une question pour vous trois, mesdames. Pour mon travail, il se trouve qu'on gagne pas mal de la SACEM en fait, pour pouvoir ensuite réinjecter cet argent pour les remettre en avant, les titres. Donc on n'a pas forcément à... Forcément, on remet... Oui, c'est du réinvestissement, quoi. Voilà, on remet un investissement, ouais. De mon point de vue d'artiste indépendant qui travaille avec des partenaires indépendants, qui ont donc des leviers, mais pas d'énormes mannes financières. En effet, travailler sur notre back catalogue, c'est aussi bien pour moi que pour les partenaires une énorme économie, mais à plein de niveaux en fait. C'est pas qu'une économie financière, c'est aussi pour moi déjà une économie de charge mentale, parce qu'on sait, je sais moi que les chansons ont fonctionné parce que je les ai déjà chantées des centaines de fois sur scène. Elles ont déjà été chantées par cœur par le public. Elles sont passées en radio. Et c'est aussi un gain de temps, c'est-à-dire que je n'ai pas à enregistrer ces chansons, je n'ai pas à les répéter des milliards de fois, les coacher en résidence. Et aussi, au point de vue promotionnel, avec Charlotte et Magic, il y a eu un changement de nom. On a juste financé les pochettes des singles. On va pas faire de concert avec Charlotte et Magic. Avec le Kilimanjaro Dark Jazz ensemble, on va faire des concerts et puis, on verra plus tard pour la musique, mais on va dire qu'on a fait des concerts cet été. Les chansons, on les avait pas jouées depuis 13 ans. Et en fait, les chansons, elles sont en vous, comme elles sont d'ailleurs dans le cœur et le corps des auditorices. Et donc, on a fait en tout et pour tout 5 à 6 jours de résidence pour un spectacle de 2 heures. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est travailler là-dessus en tant qu'artiste indé. Par exemple, Charlotte et Magic, c'est vraiment le projet de tous mes projets, c'est celui qui est le plus léger pour moi. Et le plus lourd en termes de charge mentale, de financier, c'est mon projet solo actuel. Parce qu'il faut tout faire. Voilà. En fait, nous aussi, c'est du réinvestissement, finalement. Puisque mon budget catalogue, en fait, est un budget marketing. C'est un budget marketing qui est calculé sur les revenus de l'artiste. Donc, sur ce qu'il a généré en termes de marketing. Donc, en fait, mon budget comparé à du front, justement, est tout petit. Pardon. C'est là où je vais me faire taper, en fait. Mon budget est quand même assez léger comparé à... Mais justement, comme tu dis, en fait, le gros du travail a déjà été fait. Là, c'est du travail de conservation. Et surtout, c'est le catalogue, on ne l'a pas dit, mais c'est beaucoup du travail d'archive, en fait. C'est vraiment de l'archive, mais de l'action d'archiver, déjà, et l'action d'aller chercher dans les archives aussi. Énormément. Enfin, nous, sur les artistes qu'on a, typiquement, on a Johnny Hallyday, quoi. Donc, les archives, voilà, Michel Berger, France Gall, on a... voilà. Donc, il y a vraiment du travail d'archives de fond. Et effectivement, c'est voilà, le niveau financier, en tout cas, c'est pour ça que vraiment c'est important d'insister sur cette notion, parce que comme en ce moment on parle beaucoup du back catalogue et que c'est génial, c'est des choses qui ont déjà été faites et qui ont déjà été travaillées, donc en fait il n'y a pas besoin de réinvestir. Si, en fait, il y a besoin de réinvestir parce que faire une campagne c'est pas gratuit. Bon, après tu as toujours moyen de trouver des leviers qui sont gratuits, mais voilà, il faut quand même le travailler, justifier un peu tout ça. Donc en vrai, même si c'est une manne, entre guillemets, même si ça génère effectivement des revenus, il y a quand même un investissement hyper important, que ce soit en termes financiers, en termes techniques et en termes humains. Enfin,
quand on fait une réédition, ça prend pas 2 jours, quoi. Même si effectivement le travail a déjà été fait, comme tu disais, si on veut refaire un produit, si on veut rééditer un album proprement et qu'on veut vraiment que ça ait une plus-value et que ça ait une raison d'exister, honnêtement, ça demande du temps et de l'argent. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit parce que je fais exactement ce même travail. Je vais à la pêche aux archives. Pour Charlotte et Magic, je regarde dans mes anciens disques durs, j'essaye de regarder toutes mes photos. C'est pour ça que, bien heureusement, étant obsédée par l'archivage, je range très très bien ce qui se passe. Donc, conseil à tous les artistes ici présents, rangez vos futures archives. Après, je pense que aussi, par rapport à tout ça, ça dépend aussi pour les artistes qui sont encore vivants et qui veulent travailler leur back catalogue. Je pense aussi que ça dépend beaucoup de comment l'artiste actuel gère sa promo et son marketing en général. Moi, par exemple, je me développe de plus en plus en dehors des réseaux sociaux via des newsletters. Donc, ça amène aussi une autre manière de raconter ce back catalogue. Avec Charlotte et Magic, je me concentre énormément sur la narration de chaque chanson. Et donc, c'est la newsletter de Charlotte et Magic qui, des fois, c'est presque un mini-roman. J'ai aussi un blog dans lequel je raconte tout le processus, on va dire, dans les loges, ce qui se passe. Avec le Kilimandjaro, ce qui a été étonnant, c'est qu'on existait à une époque où il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et ben, on s'est dit, on reste comme ça. Donc, sans les réseaux sociaux, juste avec nos newsletters qu'on envoyait déjà à l'époque, on a vendu 600 places pour notre concert de réunion à Berlin en 2 mois, quoi. Donc, et ça n'était justement qu'avec un travail du back catalogue. Ça n'était qu'avec nos chansons qui existaient sur les plateformes de streaming. Comme quoi, voilà. Du coup, tu as commencé à en parler de Charlotte et Magic et de tout le travail d'archivage. Vraiment, vous me faites des transitions absolument incroyables. Est-ce que juste tu veux un peu plus préciser du coup ce qu'est ce projet ? Et donc, il y a un single qui est sorti le 9 octobre dernier qui s'appelle Always a Secret, qui va très bien avec toute notre thématique. Voilà, sachant que ce n'est que du back catalogue qui ressort en label. Je t'écoute. Alors, bien que je sois une artiste indépendante qui travaille avec un label indépendant et que donc on n'a pas des budgets immenses, ça donne quand même une certaine liberté. Et donc, comme on aime bien la symbolique et faire des choses, des mises en abîme promotionnelles avec mon label, on va dire que à chaque fois, j'ai la liberté de choisir quelle chanson je vais ressortir de ce back catalogue en fonction de quelque chose qui se passe. Donc, quand on m'a proposé de participer à cette table ronde qui parle du back catalogue, je me suis dit, tiens, promotion organique, je regarde dans la liste des chansons à sortir de Charlotte et Magic, et là je me dis, tiens, il y a cette chanson Always a Secret, qui parle justement, si je traduis la punchline de la chanson, Always a Secret to Unfold, il y a toujours un secret à dévoiler. Et si je peux me permettre d'être un tout petit peu longue, moi je suis, comme je l'ai dit, une obsédée de l'archivage, parce que comme tu l'as dit, le front d'aujourd'hui c'est le back d'hier, donc en gros le présent d'aujourd'hui c'est le futur du passé de demain, et comme je l'ai dit plus tôt, le temps des artistes et de la vie au final est assez élastique. Donc moi qui suis passionnée d'histoire, qui aime déconstruire aussi les romans nationaux, parce qu'on garde souvent que les faits qui font beau et on cache ceux qui déplaient. Moi qui suis aussi fan d'art préhistorique, j'adore les fossiles, et aussi je suis en thérapie depuis très très longtemps. Je me rapproche toujours aussi beaucoup de mon enfance et de ce que disent ma famille, de ce qu'il y avait avant. Et je suis aussi très touchée par les problèmes de perte de mémoire des individus. On va dire que la question de la mémoire, des secrets, des tabous, des secrets d'histoire aussi, était déjà très présente dans cette chanson quand elle a été écrite en 2017 et en 2018. Et elle est d'autant plus très forte aujourd'hui,
parce que je réalise que en fait, rien n'a changé. Parce qu'on parlait aussi beaucoup de déplacement de population et de destruction de population dans cette chanson à la base. Et on se rend compte que quand une dictature s'installe, la première chose qu'elle fait, c'est de censurer les artistes, de détruire les livres et de détruire les musées. Et donc, face à tout cela, nous, on se posait la question, à l'époque où la chanson a été écrite, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on écrit notre histoire quand il y a des pans d'histoire qu'on ne sait pas, qu'on ne sera jamais ? Comment on s'invente ? Comment on se réinvente aussi ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on ne va pas dire ? Et donc, dans cette chanson, il y a tout ça. Alors moi, avec les chansons, c'est un univers infini. Et en fait, ça peut paraître complètement foufou, ce que je dis, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est aussi ça, de travailler le back catalogue, et c'est de tirer un fil avec quelque chose qui nous amène à l'essentiel de ce qu'est l'humanité. J'ai donc été concernée par une personne très proche de moi qui perdait la mémoire, et en fait, on chantait des chansons à cette personne, et on le sait que les personnes qui perdent la mémoire, dès qu'on leur chante une chanson, que ce soit la mélodie ou les paroles ou la rythmique, il y a quelque chose qui se passe là. Donc il y a quelque chose d'indicible dans l'humanité qui se joue avec la musique. Et au final, quand on travaille un back catalogue, alors c'est très concret ce qu'on raconte, oui, le marketing, mais c'est aussi à ça qu'on touche. C'est qu'est-ce que ça dit de l'histoire populaire des gens, qu'est-ce que ça dit aussi de la musique de notre enfance. Et c'est aussi pour ça que je suis très touchée d'être à tes côtés, descendante d'Anne Sylvestre. Voilà. Et d'ailleurs, le sous-titre du projet, si on peut appeler ça comme ça, de Charlotte et Magic, c'est Revisiting the Future. Oui. Ce qui, voilà, tu l'as dit dans tout ce que tu viens d'annoncer à ce moment-là, quoi. Une des paroles de la chanson, c'est « to give a future to our past », c'est de donner un futur à notre passé. Donc là, ça rejoint exactement ce que tu as dit. Donc, Et du coup, j'ai une dernière question pour toi, Charlotte, sur le côté. Est-ce que le fait de revisiter un répertoire qui est plus ancien, que ce soit avec le Kilimanjaro, avec Charlotte et Magic, est-ce que toi, ça te donne une nouvelle lecture de ton parcours artistique ou pas? Voilà, comment est-ce que ça se joue de passer entre différentes périodes aussi? Je pense que pour moi, c'est essentiel. Okay. Surtout quand on est des artistes indépendants qui gagnent pas des 1000 et des 100, pour le dire franchement. C'est une manière de se sentir fier, de se sentir qu'on est en train de construire son histoire, qu'on est en train de se sentir en train de construire un matrimoine, il n'y a pas de mot pour les personnes non binaires, qu'importe. Et c'est aussi très thérapeutique, parce que notre passé peut des fois être assez traumatique, et de revisiter ces chansons, et j'en parle aussi dans les traumas de l'histoire, hein. C'est-à-dire, je ne parle pas que de l'histoire personnelle. Ça peut être aussi une manière de redonner de l'élan à... Déjà, moi, ça me redonne de l'élan. C'est très cathartique, c'est très thérapeutique, mais ça peut aussi redonner de l'élan à la communauté, en fait. Quand on chante une chanson en chœur d'une personne qui a été importante, je pense qu'on fait communauté autour de ces chansons-là. Donc c'est comme si je faisais communauté avec moi-même, déjà. Et donc, je me rassemble, et je fais aussi communauté avec la communauté, enfin ma communauté de fans, de followers, etc., etc. Encore une parfaite transition, du coup, pour Clémence, du coup, parce que donc on parle de communauté de fans et effectivement d'être ensemble. Donc justement, donc toi sur le catalogue d'Anne Sylvestre, donc sur BC Music en l'occurrence, vous avez lancé donc les rendez-vous Sylvestre. Il y a presque un an. La première, c'était en novembre. Et donc, vous faites appel à des grands artistes de la chanson française pour faire des reprises d'Anne Sylvestre. Comment vous est venue l'idée? Avec qui vous travaillez, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, l'idée est venue de moi. En fait, on pensait
voilà, on est arrivé à BC Musique. En fait, on ne savait pas qu'il y aurait BC Musique avec ma mère, ma tante et moi. Et ma grand-mère ne nous avait pas dit en fait qu'on allait hériter de tout ça. Et donc on ne s'était pas trop préparé à ça. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on apprend. Et dans la logique des choses, ça aurait été de faire un album de tribute Anne Sylvestre. Et en fait, vu qu'il y a environ 300 chansons d'Anne Sylvestre pour les adultes, plus 300 fabulettes pour les enfants, on s'est dit que ce serait un peu dommage de choisir 15 artistes et 15 chansons. Et pourquoi pas faire un projet un peu plus à long terme, tous les mois sortir une chanson avec un nouvel artiste qui reprend une chanson d'Anne Sylvestre, et c'est comme ça qu'on a commencé les rendez-vous Sylvestre, donc d'abord avec François Morel, et puis là on va avoir un album qui sort du coup là en novembre, donc c'est pour l'anniversaire le fameux anniversaire. Et donc voilà, avec Émilie Loiseau, avec Colline Rio, avec tout plein de beaux artistes, de belles artistes, et les Ogdes de Barbac, et plein d'autres. Et voilà. Et donc ça joue dans la temporalité. Voilà, faut prendre le temps de dire le mot temporalité. Et pas juste une sortie comme ça qu'on lance et au bout de 18 mois, c'est plus nouveau. Oui, je l'ai redit, il faut pas aller 18 mois, faut pas. Parce que sinon ça refait un nouveau back catalogue, du déjà back catalogue. Là, ça devient quand même effectivement un peu compliqué. L'abstraction de ça, n'écoutez pas ça. Voilà. Et du coup, mais j'imagine que les rendez-vous Sylvestre vont quand même continuer après la sortie de cet album. Oui. Ouais. Là, c'est la première saison. Ok. Oh, ouais. Génial. Voilà, donc il y en a d'autres. Il y en a 300 chansons, donc faut les faire. On a le temps. C'est parfait. Tu penses à tes petits-enfants à toi qui reprendront le truc Tout à fait, je viens de faire un enfant exprès. Okay. Ouais. C'est une question. C'est une question, effectivement. Si on a le temps à la fin, parce que je suis un peu... j'ai encore plein d'autres trucs. Et donc, du coup, tu en as parlé du répertoire enfant sur les fabulettes. Du coup, toi, qu'est-ce que tu as mis en place au quotidien pour mettre en avant ce répertoire, sachant qu'en plus, ce sont les parents des enfants, ou en tout cas l'entourage adulte, on va dire, des enfants que tu touches et pas directement les enfants. Oui, c'est ça. C'est la complexité du répertoire enfant. C'est qu'en effet, je ne peux pas parler directement aux enfants. Mais il y a quelque chose de, comme ma grand-mère à moi, de transmission en fait, de parents à enfants. Donc des parents de nos âges qui ont écouté les fabulettes quand ils étaient petits et que maintenant ils ont des petits. En général, ils écoutent aussi, ils y repensent et ils chantent avec leurs enfants. Et il y a aussi les instits, en fait, les enseignants, les enseignantes qui sont très très importants pour nous parce qu'ils sont présents. Voilà, chaque année, dans leur classe, ils chantent pas mal des chansons d'Anne Sylvestre. Pour la petite anecdote, c'est ça qu'on avait fait. Quand j'avais chanté avec ta grand-mère, c'était ça qu'on avait fait. D'accord, ouais, on avait repris les écoles. Exactement ça. On avait fait des fabulettes avec des enfants, c'était très chouette. C'est une très belle façon de travailler le catalogue. Ouais. Donc, en fait, avec les écoles, là, on aide des communautés. J'ai beaucoup de mots difficiles à dire. Des communautés de communes pour faire vivre le répertoire d'Anne Sylvestre, donc dans les écoles, d'aller faire des ateliers avec eux, d'aller faire des chorales au sein des écoles. On a dans BC Musique, donc on crée un concours pour les écoles. Donc tous les ans, il y a un concours pour illustrer une des 5 chansons proposées à l'année de Fabulettes. Donc chaque école peut participer à ce concours avec ses classes. Et on a aussi un calendrier de l'Avent tous les ans
aux périodes de Noël. Donc, je me transforme en youtubeuse pour chaque jour ouvrir une petite porte. Et là, je vais faire un petit tuto cette année pour construire soi-même son calendrier de l'Avent. On en invente des choses. Et donc voilà, pour toutes les fabulettes, les enfants, du coup, dans les écoles, créent des fresques, des maquettes, des clips vidéo. Voilà, on reçoit des choses tous les ans trop mignonnes. C'est absolument génial. Je vais juste rebondir. Parce que ce que je trouve hyper intéressant et aussi ce que je fais avec Charlotte et Magic et aussi avec le Kilimanjaro, c'est qu'en fait, dans le travail de ce back catalogue, il y a énormément d'expérimentation en fait et d'inventivité. Là, tout ce que tu viens de me dire, je suis là, waouh, trop bonne idée. Non, je peux pas faire ça. Moi, je fais de la dark music, donc j'imagine mal les enfants. C'est le calendrier de l'Avent. C'est jamais. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, on va tester des choses. On va tester des choses parce qu'on est libre, les chansons existent, elles sont hors du temps en fait. On n'est pas là pour réussir tout de suite maintenant et faire le buzz. Et je trouve que c'est très intéressant au niveau de la créativité promotionnelle et marketing. C'est tout ce que je voulais dire. Non, et en vrai, je trouve ça super parce qu'avec ce que vous avez dit depuis le début, effectivement, on peut parler de marketing pur avec du dark post sur Meta et des campagnes d'influence. Ça fait partie du travail du back catalogue. Et puis aussi avec des choses, voilà, un concours, un calendrier de l'Avent, des reprises, des ressorties avec de nouveau un nouveau message, une nouvelle pochette, etc. En fait, on voit que ce travail-là, c'est vraiment du long terme, justement. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Toutes les manières en fait qu'on peut inventer pour continuer à faire vivre tout ça. Du coup, justement, Aurélie, toi, par rapport au back catalogue que tu travailles, quand tu réactives un répertoire, est-ce que tu cherches à capitaliser sur la nostalgie de manière systématique ou au contraire à moderniser l'image de l'artiste, un peu des deux, une autre voix, voilà, parce que là on voit qu'il y a plein de choses différentes qui ont été évoquées. Est-ce qu'il y a des choses similaires dans toi, ce que tu fais dans ton travail, ou c'est encore différent? Moi, je dirais que c'est plutôt sur la nostalgie que sur moderniser l'image, puisque comme on l'a dit au début, je travaille beaucoup avec le front, et en gros, moi, je dois respecter un petit peu, et surtout beaucoup, leur DA et ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. L'artiste, en 2025, n'a pas forcément envie de dire la même chose, de chanter les mêmes choses, ou d'avoir tout simplement la même tronche qu'il y a 10 ans. Donc, moi, je ne peux pas réinventer. On en avait déjà parlé toutes les deux. Je ne peux pas prendre trop de poids sur l'éditorial en fait. Je pense que toi, ça c'est un truc que tu peux faire, toi aussi, et c'est très cool. Et c'est ça qui est bien quand tu as vraiment la liberté de l'indépendant, je pense. Moi, j'ai pas de contact direct avec les artistes, je me le refuse déjà. Et surtout, c'est priorité au front. Donc priorité déjà à ce que l'artiste a envie de dire et de produire maintenant, pour que moi, après, je le récupère dans 18 mois ou 36. Mais dans tous les cas, je ne modernise pas l'image dans le sens où je ne peux pas toucher à l'éditorial. Et surtout, l'éditorial du catalogue a déjà été fait à un moment pour une raison que je dois respecter aussi. Donc, et c'est d'ailleurs un peu la question que je me posais pour toi. C'est... Tu travailles ton catalogue, mais c'est-à-dire à un moment, les chansons que tu as écrites il y a 10 ans, est-ce que tu as envie de les dire de la même façon? Tu vois, c'est un vrai sujet. Donc, je modernise en vrai, oui, mais oui, clairement, si je fais des campagnes méta ou que je fais des campagnes TikTok, je vais éviter de faire un truc ringardos. Mais c'est mieux. Voilà. Après, je me colle quand même à la DA. Voilà, je vais pas faire un spot sur Nino de la même façon que je fais un spot sur France Gall, quoi. Clairement, c'est pas la même vibe. Ouais. Ça risque de faire moche sinon. Non, effectivement. Et du coup, d'ailleurs, ça pose la question, parce que là, notamment, quand on parle d'un répertoire qui est matrimonial, comme celui d'Anne Sylvestre, ou patrimonial, ou on n'a pas le mot pour non-binaire, on pose ça là, s'il y a des gens qui ont des idées. Voilà. Comment est-ce qu'on concilie justement la fidélité à l'œuvre originale et de l'autre côté, ça rejoint un peu ce que tu disais sur la modernisation du discours aussi, parce que ça va permettre de toucher de nouveaux publics. Parce que quand même, on parle de ça, on parle de stratégie. L'idée, c'est que ce soit écouté et qu'il y ait peut-être des personnes qui découvrent ou redécouvrent. Voilà. Donc, ma question s'adresse à vous toutes. Moi, je suis un peu entre les deux parce que c'est vrai que j'ai...
on est là pour suivre l'idée d'Anne Sylvestre, suivre sa direction. On est celles qui la connaissent le mieux. Et c'est vrai que c'est difficile parfois d'aller dans un sens ou dans un autre. C'est vrai de faire tout simplement de m'inscrire sur TikTok. Est-ce qu'elle aurait aimé ça? Je ne pense pas. Mais en même temps, c'est ça pour aller vers l'avant aussi. Voilà, mettre pareil une photo d'elle toute jeunette, toute pimpante en avant, en photo profil ou quoi. Je suis pas sûre qu'elle aurait aimé ça non plus, parce qu'elle aurait aimé voilà, d'être une femme un peu plus présente. Mais en fait, c'est aussi le visage que les gens veulent voir aussi, le nouveau public qu'on recherche en ce moment avec les rendez-vous sylvestres, avec tous les autres projets autour. Ces gens qui entrent par les portes des fabulettes, ou qui rentrent par les portes des gens qui doutent, ou juste d'une chanson qui passe à la télé comme ça, ils ont besoin de repères, donc pour venir voir le back catalogue d'Anne Sylvestre, de toutes les chansons d'Anne Sylvestre et tout ce qu'on produit aussi aujourd'hui. Je ne sais plus si c'était la question exactement. C'est très bien. C'est très bien. Est-ce que quelqu'une veut rajouter quelque chose? Non, moi j'ai tout dit. En vrai, non, mais c'est tout à fait. Enfin, je comprends totalement le problème. Effectivement, quand tu dois respecter l'image que les gens ont à cet instant-là de l'artiste aussi. Après, j'ai des exemples, mais qui sont pas de mon catalogue à moi, qui sont plus du catalogue justement off-roster, et qui te rejoignent finalement, qui sont sur des artistes qui sont décédés et qui ont eu leur moment vraiment de connaissance. Moi aussi, je fais des R guillemets insupportables. Qui ont eu ce moment de connaissance à un instant T, et qui ont besoin effectivement de repères et de nostalgie de cette image-là, de ce son-là. La frontière est plus délicate sur des artistes comme les miens qui travaillent énormément leur image à l'instant T, et qui ont besoin de l'asseoir maintenant, et de pas uniquement se faire voir comme Linkin Park il y a 20 ans. Voilà, surtout, très bon exemple sur Linkin Park, pas pour me saucer, mais voilà, Linkin Park totalement. Voilà, oui, on travaille le catalogue, mais c'est plus du tout le même groupe aujourd'hui. L'image est plus du tout la même non plus. Voilà, c'est clairement la frontière est beaucoup plus délicate sur mes artistes à moi. Moi, ça me touche beaucoup, cette histoire-là, votre histoire familiale, parce qu'en fait, moi déjà, je viens d'une famille de musiciens, donc j'ai leurs chansons en moi, j'hérite de leur patrimoine musical, mais moi, je ne vais pas avoir d'enfants. J'ai pas de frères et sœurs, donc j'ai pas de neveux et nièces. Que vont devenir mes chansons? Et qu'est-ce qu'elles vont devenir au-delà du temps? Vont-elles avoir un impact? Et ça peut être très intéressant de se poser la question que les artistes indépendants, ou qui n'ont jamais connu de succès très médiatique, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chansons-là, en fait? Et c'est vraiment une question que je me pose beaucoup. Où vont aller mes chansons plus tard? Elles iront chez Warner. Il y a un deal qui se construit depuis tout à l'heure. Du coup, donc, il me reste une dernière question. Avec tout ce que vient de se dire, finalement, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de est-ce que le back catalogue et la manière dont il est travaillé du coup aujourd'hui, est-ce que finalement ça ne devient pas une nouvelle sortie, en fait, comme une autre, avec ses propres stratégies de teasing, de promo, de communication, une temporalité qui est propre. En fait, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas vraiment de faire des bonds dans le temps, c'est un peu étrange. Voilà. Un peu, mais bon. Est-ce que la frontière, finalement, entre le back catalogue et la nouveauté est vraiment en train de s'estomper, sachant que, encore une fois, voilà, on a dit 18 mois, mais quoi qu'est-ce, c'est 18 mois. Voilà, quel est votre avis ? Alors oui, pour le coup, moi je suis en plein dedans, pile en ce moment, puisque la grande question quand on sort des rééditions d'albums très connus, c'est est-ce qu'on met un original dedans, un inédit, ou est-ce qu'on n'en met pas? Il y a un inédit, du coup c'est de la nouveauté. Bah oui, mais tout le reste en fait c'est du catalogue. Non, franchement, je te dis, le Doliprane n'était pas fourni, mais waouh. Donc oui, effectivement, voilà. Le soupir que je viens de faire, c'est vraiment tout le résumé du truc. Vraiment, des fois c'est tellement
Honnêtement, je pense qu'il y a des projets qui pourraient être considérés comme catalogue, mais que le front va gérer parce que du coup, ça s'y prête plus, parce que y a des inédits, parce qu'il y a besoin d'impliquer davantage l'artiste dans l'image, dans l'éditorial du truc. Si vraiment c'est de la réédition pure de quelque chose qui a déjà été fait, je réutilise les mêmes lags de vinyle, je réutilise les mêmes artworks. Là, non, la question ne se pose pas. Mais dans tous les cas, c'est des nouvelles sorties. Enfin, moi, en tout cas, je les travaille toujours comme des nouvelles sorties. J'ai toujours un système de précommande, j'ai toujours un système de promo, aussi petit soit-il, parce qu'évidemment, j'ai pas la promo des labels front, c'est pas l'objectif, puisqu'encore une fois, c'est l'histoire de pas marcher sur les gens et de pas empiéter sur ce qui se dit maintenant. Mais effectivement, il y a toujours il y a une stratégie marketing derrière, il y a de la stratégie promo quand j'ai les sous derrière. Enfin voilà, c'est travaillé comme une nouvelle sortie. Après, ça dépend de l'ampleur du projet aussi. On ne travaille pas un catalogue d'un artiste à chaque fois de la même façon. Donc, ça dépend. Mais effectivement... moi, par rapport à est-ce que les chansons, c'est du back catalogue, c'est toujours de l'actualité. Alors moi, c'est très personnel, mais j'ai l'impression de vivre dans un espace-temps élastique. Avant, c'était aujourd'hui, que c'est demain, que c'est hier. Et c'est pour ça que le nom Revisiting the Future de tout le projet de Charlotte et Magic a été très bien trouvé. Et en fait, à chaque fois, moi, que je fais quelque chose au présent, je ne sais pas si c'est une espèce d'ego ou alors si c'est parce que je veux bien faire les choses, si c'est parce que j'ai une certaine discipline dans le sens que je suis disciple de mon propre projet. C'est que justement, je pense très souvent à comment je vais écouter cette chanson plus tard. Donc c'est pour ça que j'évite toujours, c'est presque instinctif, de courir après le son à la mode. Je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc, pour moi, une chanson que je ressors du back catalogue, ou les chansons pour Charlotte et Magic par exemple, ou alors les chansons qu'on a rechantées avec The Kilimanjaro sur scène, c'était comme si elles étaient d'aujourd'hui. Et quand on les rejoue sur scène aussi, on peut toujours les réadapter. Voilà, on change l'orchestration, etc., etc. Donc, pour moi, c'est... Je sais pas, c'est pas un problème pour moi. C'est super. Et c'est surtout que on ressort les chansons du back catalogue. Si on n'est pas content des chansons qu'on a sorties avant, on les laisse dans un tiroir et c'est très bien. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Clémence ? Je crois que j'ai tout dit. Non, je suis loin d'avoir tout dit, mais c'est vrai que si vous avez des questions... pardon, je te pique ton travail, mais en tout cas, même après ou quoi, je peux répondre. Et merci, Clara. Mais écoutez, merci à vous. Écoutez, c'était absolument passionnant. Il va nous rester 4 minutes pour faire des questions. Mais juste en forme de mini-conclusion avant d'ouvrir à la salle, en fait, c'était vraiment hyper intéressant parce qu'on se rend compte vraiment, le temps s'est distendu et s'est rétréci et a augmenté. Je ne sais pas dans quel sens il est allé, mais effectivement, ça pose une vraie question de ce back catalogue-là. En fait, il n'est pas si back que ça. En fait, c'est ça surtout qu'on peut conclure, et qu'il y a 1000 façons de le travailler. Alors effectivement, avec de la réédition, avec du marketing, avec un travail de conservatrice de musée pour remettre en avant certaines pièces à certains moments, à certains endroits. Donc voilà, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, et que le back catalogue se travaille tout de suite, en fait, presque. D'où le temps qui se fait des trucs étranges. Gardez vos projets. Et gardez des inédits aussi, s'il vous plaît, parce que... Ouais, c'est toujours utile, apparemment. Moi, ça m'arrange. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle pour nos invités ? Je crois qu'il y a des micros qui vont circuler. Bonjour, merci pour la discussion. J'ai 2 questions. Une pour Clémence. Tu parles de ressortir certaines chansons anniversaires. Est-ce que du coup, c'est quoi vos canaux ? Parce que il n'y a pas de promo en personne, tout ça. Donc, par quoi, quand tu dis ressortir une chanson, qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Est-ce que ça passe que par des réseaux sociaux ou alors est-ce qu'il y a autre chose ? Et une question plus générale, on va dire industrie de la musique. Quand on est artiste pas connu, la question de la clarté, c'est super important, et de l'identité visuelle.
quelqu'un va sur ton Insta, il voit dans quelle phase tu es. Peut-être éventuellement tu vas changer de code couleur au bout de quelques temps, etc. Du coup, comment ça peut s'articuler avec du back catalogue où on est clairement on bosse sur l'identité visuelle et ensuite, quand on ressort du bac, on retourne à une identité visuelle précédente, vu que notre principal canal, c'est les réseaux sociaux, même s'il y a les newsletters, etc. Mais on va parler plutôt de la découvrabilité. Donc voilà, comment on peut articuler ça, surtout sur le visuel en fait. Alors oui, pour commencer, on sort... oui, donc quand on réédite des albums, on le fait comme avant. Et en effet, c'est surtout sur les réseaux, sur les newsletters, voilà, sur les nouvelles personnes qu'on a réussi à accrocher, qui peuvent... voilà... je ne sais pas comment on dit, s'accrocher au wagon et racheter ces albums qu'on réédite. Elle, ce qu'elle voulait, c'est que tous ces albums soient toujours, tout le temps, disponibles. Donc on est obligé à chaque fois, selon le stock, de rééditer des choses. Après, il y avait une autre question dans la question, je ne sais plus. Je me souviens de la question. Voilà. Où tu posais, c'était la question du visuel. Donc en fait, ça dépend déjà en tant qu'artiste indé de quelle est ta stratégie de communication en général. Et si c'était des projets qui étaient à toi, ou alors c'était des projets d'un groupe qui n'existe plus, par exemple. Moi, par exemple, j'ai un profil Charlotte Ségara qui rejoint tout, avec mon blog où je parle de tout. Et puis pour chaque projet particulier, j'ai une newsletter, des profils Instagram, etc., etc. Et sinon, si tu gardes le même, il s'agit du même artiste, le conseil que je pourrais donner, c'est voir le visuel comme tu vois la musique. C'est-à-dire que si tu veux reprendre une musique d'avant et tu la remets au goût du jour, c'est-à-dire tu la refais, tu la remasterises, je ne sais pas quoi, tu peux remasteriser aussi l'image. C'est-à-dire tu peux prendre les éléments d'avant. En plus, maintenant, on peut faire des choses fantastiques avec nos outils digitaux. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une bonne réponse à ta question. Et il y a aussi les concerts aussi, donc des nouveaux artistes qui peuvent reprendre les chansons et ça donne une nouvelle lecture des chansons. Bah écoutez, est-ce qu'on a le temps pour une autre question ? Il est 16h16. Je crois que je me fais... Oui, bon. Rapide. Oui, très rapide, une question pour Clémence. Comment vous appréhendez le moment où, notamment sur le back catalogue enfant, le moment où les titres vont passer en DP ? La question que je voulais pas avoir. Je suis désolé, non, parce que je vois quand même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment en digital. Pour info, on a vu, en tout cas dans le premier confinement, des consommations du catalogue enfant de plus 300-400%. Je me dis, il n'y a pas TikTok. Alors, c'est pas un conseil, hein, c'est juste vraiment comment vous appréhendez ça. Quand ça tombera, quelqu'un le fera à votre place. Avec les créations de Anne Sylvestre, ça, on l'a vu. On voit aussi qu'aux États-Unis, en Angleterre, tout ce qui est playlist pour enfants, ça pète. Avec des choses qui sont d'épée. Donc, voilà. Eh ben, on peut en parler tout à l'heure, si vous voulez. Avec plaisir. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas tout à fait pensé à ça. C'est vrai que j'arrive dans le grand bain et qu'on n'a pas encore eu le temps de voir encore le futur. Mais c'est vrai que c'est une énorme question à laquelle il faut qu'on pense tout de suite. Merci. Bah écoutez, merci. Merci le public d'avoir été si nombreux. Merci à vous pour vos interventions absolument pertinentes et très intéressantes. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à venir interroger directement les invités. Et puis, merci à toi. Merci. Et bon mama à tout le monde.